Avec notre invité du jour, Yves Saint-Omer. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes professeur de sciences politiques à Paris 8. Il se trouve que vous sortez tout juste deux numéros, l'un notamment sur le tirage au sort. Vous faites partie des garants de ce grand débat qui s'est achevé. Depuis le 15 janvier dernier, le président de la République annonce avoir participé à 16 débats, rencontré, écouté 2310 élus, 1000 jeunes, 60 intellectuels, 350 femmes, 55 enfants. Enfin, ça en fait un tas de chiffres. Tout ça pour cette synthèse qui nous a été présentée la semaine dernière, on s'en souvient, par Édouard Philippe, le Premier ministre. Les solutions concrètes, c'est pour ce soir. Qu'est-ce qu'on peut attendre du chef de l'État? Il y a beaucoup de spéculations qui ont lieu depuis ce matin, depuis hier soir même. Mais en réalité, personne, à part quelques proches du président, savent ce qui sera présenté aux Français. Est-ce qu'on a raison? Est-ce que les Français ont raison d'avoir de fortes attentes? Alors, je voudrais tout d'abord préciser que je n'étais garant que du grand débat parisien, non pas du grand débat national. Et tout de suite ajouter qu'il est paradoxal tout de même qu'un exercice présenté comme relevant de la démocratie participative ou de la démocratie délibérative voit sa conclusion dépendre finalement d'un seul homme et de son équipe la plus proche, et que tout le monde se demande ce qui va se passer. C'est finalement très paradoxal. On ouvre la discussion, on dit qu'on va prendre véritablement le pouls de ce que pensent les citoyens, on permet à ces citoyens de discuter, dans une certaine mesure en tout cas, mais finalement, les conclusions, elles, relèvent d'une synthèse assez arbitraire. On ne sait pas quels vont être les critères qui vont faire que le président va choisir ceci et refuser cela. Un seul homme, effectivement, qui va trancher pour tout un pays. On parle des thématiques sur lesquelles les Français ont des chances d'avoir des réponses, le pouvoir d'achat notamment, mais une fois encore, ça reste évidemment très flou. Il faudra suivre cette intervention ce soir à 20h. On dit qu'Emmanuel Macron a demandé à ses proches de lui présenter des idées novatrices. Alors évidemment, il a été puisé, on n'en doute pas, dans ce que les Français ont pu rapporter pendant ces débats, ces moments d'échange. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de vouloir justement épater en proposant des nouveautés? Est-ce que c'est ça que les Français attendent déjà? Le risque, il est double. Le premier volet du risque, c'est de finalement proposer des choses qui étaient prévues auparavant. Et donc de faire comme si on faisait du nouveau en recyclant de l'ancien. Comme quoi, par exemple? Écoutez, quand le Premier ministre, la semaine dernière, a dit que la principale leçon, c'était la volonté de réduire les impôts, alors qu'on sait qu'il est partisan de cela depuis longtemps et que, visiblement, le grand débat a mené sur des pistes qui étaient plus complexes que simplement celle-là. Voilà, le risque était clair. Le deuxième risque, c'est de faire des effets d'annonce qui sont suivis de suite, mais de contredire finalement la politique menée jusqu'à présent et de ne pas offrir une solution globalement cohérente à la crise très profonde tout de même de notre système politique. Mais est-ce que c'est possible déjà? Parce que vous l'évoquiez, un seul homme qui tranche pour tout un pays, un seul homme aussi qui supporte la charge de la responsabilité finalement collective. C'est pas le résultat de 2 ans de mandat. On le sait très bien, la France n'en est pas arrivée là en quelques mois, quelques années. Est-ce que c'est réaliste déjà en soi? Alors on a qualifié notre système, la Ve République, de monarchie présidentielle. On en a un exemple supplémentaire. Mais il est vrai qu'une monarchie parlementaire, une monarchie parlementaire, présidentielle, une république toute centrée autour du programme et de la personnalité du président peut mener aussi au surplace. On l'a vu avec le président François Hollande, qui finalement s'est révélé dans l'incapacité de faire avancer le pays. Et donc aujourd'hui, comment faire bouger un pays autour simplement d'un seul homme? Ça paraît relever de la quadrature du cercle. Et on peut même dire que en Europe, les pays qui fonctionnent le mieux aujourd'hui sont ceux où il y a des contre-pouvoirs. Soit des pays fédéraux comme l'Allemagne, soit des pays où les pouvoirs locaux sont extrêmement forts, comme dans les pays nordiques, et pas ceux qui sont très centralisés. C'est ce qu'ont réclamé les Français pendant cette période de grand débat national, justement, un meilleur équilibre dans la répartition, évidemment de la richesse, mais des pouvoirs aussi, et c'est lié, on le sait.
Absolument. Et donc, du coup, meilleur équilibre à la fois entre le niveau central et puis les niveaux de gouvernement territoriaux, les pouvoirs locaux, mais aussi meilleur équilibre entre les partis politiques et puis le reste des citoyens. L'une des choses qui semblait consensuelle, c'était cette revendication qui avait été portée par les Gilets jaunes de référendum d'initiative citoyenne. Vous parlez des Gilets jaunes, justement. Ils sont où dans tout ça, les Gilets jaunes? On a les collègues qui ont travaillé, l'Observatoire du grand débat qui a travaillé montre que le public qui a participé aux débats locaux était très largement différent de celui des Gilets jaunes. Un public plus âgé, plus installé dans la société. Très peu ont participé à ces phases d'échange. Oui, d'une certaine manière, c'est un autre peuple qui a participé, en tout cas au niveau des débats locaux. Et vu que les règles du jeu n'étaient pas claires, n'étaient pas transparentes, qu'on ne savait pas comment serait faite la synthèse, il est vrai que ceux qui n'avaient pas confiance dans le président, qui avaient au contraire une grande défiance, comme les Gilets jaunes, ont tendu à ne pas participer en masse à ces débats. Alors, seront-ils devant l'écran de télé ce soir? C'est les Gilets jaunes. Je vous propose d'écouter quelques-uns d'entre eux s'exprimer. Une baisse des prix, quoi, surtout sur le carburant. Parce que là, on va arriver, si ça continue comme ça, on va frôler les 2 euros. Regardez un petit peu les retraites. C'est de mon âge, je suis obligée de le dire. Je pense qu'il doit aussi travailler au niveau de l'éducation nationale. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes. Je pense que les professeurs sont vent debout avec ces nouvelles réformes pour le bac. Il faut qu'il y ait une baisse des impôts, baisse des charges au niveau du patronat. Parce que qui dit baisse de charges au niveau des patronats, dit embauche. S'il veut vraiment se faire voir et dire qu'il a un bon président, qu'il fasse voir aux Français qu'il est là et qu'il ne fait pas semblant. Alors, vous l'aurez compris, il ne s'agit pas des revendications des Gilets jaunes, mais bien des Français dans leur ensemble. Quelle est leur position aujourd'hui aux Gilets jaunes à quelques heures de cette prise de parole? Est-ce que vous pensez qu'ils seront déjà devant l'écran de télé ce soir Je ne sais pas s'ils seront devant l'écran de télé ce soir, mais il va être difficile de surmonter leur défiance et leur colère. Évidemment, on ne sait pas quelles vont être les propositions du président de la République, et beaucoup de choses vont dépendre de ces propositions. Mais disons que la chose ne s'annonce pas très bien, car le fait qu'il ait monopolisé cette décision finale rend, à leurs yeux, je pense, suspecte ce processus. Est-ce que vous le pensez sincèrement prêt à aller au-delà de ces lignes rouges, Emmanuel Macron, ce soir? On a déjà eu un peu une tendance à entendre Édouard Philippe la semaine dernière s'exprimer. Est-ce que vous pensez que le chef de l'État va aller au-delà de ces interdits à lui? C'est difficile à dire. Il avait fait une première partie de son mandat sans consulter personne. Il ne se présentait même pas au congrès des maires de France car il avait peur de se faire huer. Et puis d'un seul coup, il lance le grand débat. Il avait annoncé qu'il y aurait des lignes rouges qu'il ne franchirait pas. Aujourd'hui, peut-être le fera-t-il. Là encore, il est extrêmement... ISF, par exemple, c'est possible, ça? C'était une mesure symbolique de le supprimer, c'était une mesure symbolique réclamée par les Gilets jaunes de le rétablir. Il est vraiment difficile de faire des pronostics de ce point de vue. Le risque, pour conclure, après l'intervention de ce soir, est-ce que ce n'est pas aussi que le fossé entre le chef de l'État et les Français ne se creuse un peu plus, s'il n'est pas là où on l'attend? Les études montrent que, en moyenne, les citoyens en Europe du Sud qui s'engagent dans des dynamiques participatives en ressortent plus mécontents qu'auparavant parce que le résultat n'est pas à la hauteur des attentes. Et je crois que c'est le risque qui nous pend au nez aujourd'hui. Si le résultat n'est pas à la hauteur des attentes qui ont été exprimées fortement dans la rue ou dans les débats ces derniers mois, alors la déception sera à la hauteur de ces attentes. Eh bien, réponse donc ce soir, dès 20h, heure française. Merci beaucoup Yves Saint-Omer d'avoir été notre invité du jour pour tenter de décrypter ce à quoi nous pouvons nous attendre. Vous restez bien évidemment avec nous. L'info revient d'ici quelques instants. Paris Direct continue dans quelques minutes, juste après une courte page de pub. À tout de suite.